Bonjour à tous, j'espère que vos JFN se passent bien. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs des JFN qui ont réussi le challenge d'organiser cet événement 100% virtuel dans ce contexte particulier. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre atelier live, le stress à tout âge, de la prévention à sa prise en charge. Pour cela, nous accueillons nos deux intervenants, le docteur Marc Delière, médecin généraliste nutritionniste, pour parler de la prise en charge du stress en médecine générale, et le docteur Neima Boukalfa, psychiatre des hôpitaux, pédopsychiatre, pour parler de l'impact du stress chez les enfants et les adolescents. Je tenais à les remercier tout particulièrement de se prêter à cet exercice afin de nous informer sur ce sujet d'envergure. Les deux présentations vont se faire à la suite et les questions seront traitées à la fin de ces deux interventions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marc pour sa présentation. Oui, bonjour. Y a-t-il en fait un intérêt à la prise en charge du stress en médecine générale? Eh bien, oui, plutôt 3 fois qu'une. Si l'on veut faire de la prévention primaire et secondaire pour éviter l'apparition de maladies, si l'on veut faire de la prévention tertiaire pour éviter l'aggravation de maladies préexistantes, eh bien, il faut s'intéresser au stress. D'autant plus que le stress est en rapport avec de très nombreuses maladies, et pas des moindres, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, la dépression, etc. Pour cela, il va falloir s'intéresser, examiner les barrières en fait anti-stress de nos patients, que sont par exemple leur sommeil, leur activité physique, leur capacité à savoir lâcher prise et bien sûr leur alimentation. Il va falloir également rechercher les symptômes physico-psycho-comportementaux évocateurs du stress. Enfin, il va falloir les accompagner dans leurs événements de vie stressants, comme par exemple en ce moment la Covid-19. Et quand on a bien identifié, bien authentifié la réaction de stress, eh bien sûr, il va falloir la traiter. Alors pour la traiter, pour ma part, personnellement, depuis déjà de nombreuses années, j'utilise, mais pas que, un complément alimentaire de profil benzodiazépinique, anxiolytique, et qui n'a pourtant pas les effets secondaires des benzodiazépines. Dans les diapositives qui vont suivre, seront mentionnées des recherches scientifiques, essais cliniques, méta-analyses, que nous n'aurons pas le temps de développer. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a un bon stress et un mauvais stress? Eh bien oui, le bon stress ou eustress, c'est quand nos ressources sont capables de répondre aux demandes. Et là, du coup, la réaction de stress, c'est juste un petit coup de boost pour nous faciliter l'exercice. Le mauvais stress ou distress, c'est quand les ressources sont insuffisantes pour répondre aux demandes, pour des raisons d'intensité, de durée. Et là, la réaction de stress va générer une surchauffe qui va engendrer des perturbations et les maladies apparaissent. Alors même si le stress n'est pas une maladie, en tant que médecin, on ne prend jamais assez de temps pour la gérer, pour gérer le stress de nos patients et même le nôtre. Car le stress, on va le voir, va générer quantité de perturbations. Des perturbations neurobiologiques, biologiques, une hyperactivité du système sympathique avec sécrétion d'adrénaline,
une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien avec sécrétion de cortisol. Ces deux sécrétions engendrant une hyperglycémie. On va aussi avoir parfois des dysfonctionnements au niveau des neurotransmetteurs. La dopamine, le glutamate, la sérotonine et en cascade la mélatonine. On va avoir des perturbations au niveau du GABA. Le GABA, c'est le principal, le neurotransmetteur inhibiteur, et c'est celui qui va se fixer sur le récepteur GABA-A, et sur ce même site vont se fixer les benzodiazépines et les barbituriques, par exemple, autrefois. Alors cette diapositive, elle est très importante parce qu'elle dévoile en quelque sorte le triangle infernal du stress, à savoir stress psychologique, stress oxydatif et inflammation de bas grade. Ce triangle explique en fait la majeure partie des effets nocifs du stress, notamment sur le plan cellulaire. On a un facteur, un marqueur de gravité qui est le rapport cortisol sur déhydroépiandrostérone sulfate, et quand il est élevé, eh bien le stress est sévère. On a également des possibilités de trouver des perturbations de type insulino-résistance qui vont être consécutifs au stress et révélées par l'index OMA. On va avoir des anomalies lipidiques. On va avoir des troubles au niveau du ratio oméga 3, oméga 6, qui va être par exemple plutôt pro-inflammatoire, avec trop d'oméga 6. On va avoir une zonuline fécale qui va être trop augmentée parfois, et qui signe une hyperperméabilité intestinale, avec des effets secondaires, bien sûr. Alors, devant toute cette énumération de désordres, déjà, il va falloir effectivement aller voir un peu maintenant quels sont les troubles et maladies en rapport avec soit le stress aigu, soit le stress chronique. Le stress aigu, il va se manifester surtout, par exemple, au niveau de la performance ou de l'apprentissage chez les étudiants, chez les sportifs, chez les travailleurs. On va également avoir lorsque l'intensité est très forte au niveau du stress aigu, comme par exemple lors d'une situation de viol, on va avoir des syndromes de stress post-traumatique. En chronique, on va aussi avoir toute une série de maladies comme le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel. On va avoir des troubles psychopsychiatriques de type anxiété. On va avoir la dépression. On va avoir des troubles neurodégénératifs avec un stress oxydatif important au niveau cérébral, comme dans l'Alzheimer, comme dans le Parkinson. On va avoir des dysfonctionnements de l'immunité, avec par exemple des infections récurrentes, touchant par exemple le tractus respiratoire. Alors il n'y a pas que le stress psychique, le stress physique aussi. Chez le sportif, en surentraînement par exemple, on peut avoir des infections récurrentes. On va avoir le cancer, on va avoir aussi l'asthme. On va avoir également les maladies cardiovasculaires. Et ça va donc de l'hypertension, en passant par l'athérosclérose, à l'infarctus du myocarde, et pour finir par les accidents vasculaires cérébraux. On va avoir des dysfonctionnements au niveau métabolique, syndrome métabolique, diabète. Le syndrome métabolique a des liens très forts avec le stress, et lui-même peut évoluer sur les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Alors ce n'est pas une maladie, mais on a aussi, à cause du stress, un vieillissement accéléré. Alors, il va falloir bien sûr, face à toutes ces conséquences du stress, bien prendre en charge le stress et jouer sur les barrières de nos patients, les renforcer, ne pas laisser passer des symptômes physico-psycho-comportementaux du stress,
et ne pas abandonner nos patients lors d'événements stressants. Alors pour ça, on va aller chercher notamment l'activité physique et on va essayer de négocier des protocoles avec eux, avec par exemple un critère de 10 000 pas minimum par jour. On va essayer aussi d'obtenir 7 heures minimum de sommeil. On va essayer d'obtenir des heures de coucher régulières. On va aussi essayer de renforcer leur capacité à lâcher prise. On va leur conseiller de faire du yoga. On va leur conseiller les techniques relaxantes de Jacobson. Ou on va leur apprendre les techniques pour rentrer en auto-hypnose. Alors, l'assiette, on a effectivement, on va essayer avec les patients de les orienter vers des aliments à haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire riches en vitamines, en minéraux, en éléments traces. Et on va essayer d'avoir une assiette la plus antioxydante possible, la plus anti-inflammatoire, la plus basique par rapport à l'acidité qu'on retrouve par exemple dans la viande. Alors, donc, ce qui va suffire bien souvent, c'est de respecter la notion de 5 fruits et légumes jour. Et puis aussi d'introduire les acides gras indispensables, acide alpha-linolénique, oméga 3 EPA, oméga 3 DHA, alors que l'on trouve respectivement dans le colza, 2 cuillères à soupe d'huile de colza apportent 2 grammes d'acide alpha-linolénique, ce qui est bien pour une journée. Et les poissons gras, on va conseiller des sardines, des maquereaux, pour avoir un bon équilibre et un bon ratio oméga 3, oméga 6. On va essayer d'avoir une assiette riche en potassium et pauvre en sel. On va essayer aussi d'avoir une assiette avec une charge glycémique réduite. C'est-à-dire qu'on va essayer de conseiller à nos patients de s'orienter vers des aliments à index glycémique bas. On va aussi essayer d'avoir un apport protéinique suffisant. On augmente cet apport, par exemple, chez la personne âgée, tout en veillant bien à ne pas avoir d'insuffisance rénale. Alors, on va aussi aller rechercher les événements stressants de la vie de nos patients pour les aider. Le décès d'un proche, une maladie grave, la retraite, des difficultés professionnelles ou financières, etc. Alors, on va aussi bien se pencher sur le triangle clinique du stress, qui correspond donc à un stress psychique, insomnie et asthénie. Le sommeil est une cible privilégiée du stress. Il est très souvent perturbé. Il faut donc vraiment tout faire pour le récupérer. L'insomnie, je l'évalue à l'aide avec mes patients d'une échelle visuelle analogique, ce qui me permet d'en voir d'une consultation à une autre l'évolution. Et je fais la même chose pour la fatigue. Alors on va rechercher aussi les signes psychocomportementaux, comme une perception négative de la réalité, des troubles de la concentration, des difficultés relationnelles et sexuelles, de l'absentéisme ou des troubles addictifs. On va aller chercher les symptômes physiques de nos patients, en particulier les troubles digestifs. Le tube intestin, le digestif est une cible très importante du stress, aussi bien sur le plan du contenant que du contenu. On va avoir une dysbiose, c'est-à-dire des dysfonctionnements, des troubles au niveau du microbiote. On va avoir également des hyperperméabilités intestinales, le tout engendrant les deux des effets secondaires non négligeables sur le plan de la santé. On va avoir aussi des troubles dermatologiques, des troubles musculo-squelettiques, des infections récurrentes, etc. Alors, pour cela, il faut traiter donc le stress. Pour toutes ces raisons, il faut traiter le stress. Et pour le traiter, on peut utiliser des médicaments classiques, comme les benzodiazépines, les antidépresseurs, les bêta-bloquants.
On est déjà un peu en aval du stress. On peut utiliser la phytoaromathérapie. Et en particulier, il y a une famille de plantes, les plantes adaptogènes, qui sont particulièrement intéressantes pour réguler les réactions du stress, pour augmenter les capacités homéostatiques de l'organisme. On peut également utiliser des huiles essentielles. On va très souvent utiliser des sels de magnésium. Le statut de nos patients est très souvent insuffisant. De plus, le stress va engendrer une hypermagnésurie. C'est donc un peu comme le serpent qui se mord la queue. Donc il va falloir supplémenter avec des sels qui soient très bien absorbés. Et pour cela, on va utiliser du citrate de magnésium, du bisglycinate, du glycérophosphate ou de l'acétyltaurinate de magnésium qui aurait des propriétés plus anxiolytiques que les autres sels. On va renforcer aussi, s'il y a besoin, le statut antioxydant de nos patients en prescrivant du sélénium, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine E ou de l'acide alpha-lipoïque que l'on surnomme l'antioxydant universel. On va aussi, pour renforcer le statut anti-inflammatoire, prescrire des oméga 3. L'oméga 3 EPA est particulièrement intéressant parce que c'est le plus anti-inflammatoire. On va renforcer l'immunité s'il y a besoin. Et pour cela, la lactoferrine bovine est particulièrement intéressante. C'est une protéine qui est à l'interface entre le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis et qui a des propriétés antimicrobiennes, antivirales, antibactériennes, antifongiques, des propriétés anticancéreuses et elle agit sur tous les stades de la cancérogénèse, des propriétés immunomodulantes, modulatrices et des propriétés antioxydantes. On va, si on a des troubles du microbiote, prescrire des prébiotiques ou des probiotiques. Le probiotiant Cilis, par exemple, renferme des probiotiques et de la lactoferrine. En cas d'hyperperméabilité intestinale, on va prescrire du colostrum, avec des cures courtes, par exemple, de glutamine. En cas de dysfonctionnement des neuromédiateurs, on peut, par exemple, si on estime qu'il y a une insuffisance de dopamine, prescrire de la tyrosine, qui est le précurseur de la dopamine. On peut, si on estime qu'il y a une insuffisance en sérotonine, prescrire son précurseur, le tryptophane. Il y a des questions à poser et on s'oriente pour cette prescription. Le lactium est particulièrement intéressant par son profil benzodiazépinique, par son activité anxiolytique. Il va se fixer sur le GABA-A comme les benzodiazépines, mais par contre, à la différence d'une benzodiazépine, il n'a pas d'effet secondaire notable. Pas de somnolence, pas de perte de la mémoire, pas de dépendance. Et pour autant, il est très efficace aussi sur le sommeil, sur les troubles du sommeil. Il agit tant sur la latence, le temps de latence pour l'endormissement, que sur la qualité du sommeil ou que sur la durée du sommeil. Et on a vu combien le sommeil était important pour gérer le stress. Il a montré aussi son efficacité sur divers symptômes physico-psycho-comportementaux, comme par exemple dans cet essai clinique sur des femmes stressées avec une nette différence avec l'effet placebo, le placebo. Donc pour finir, pour conclure, on associe souvent la vaccination
à la prévention, notamment primaire. Mais gérer le stress, c'est absolument indispensable quand on veut gérer et prévenir grand nombre de maladies où on l'a vu, leur aggravation quand elles sont déjà installées. Je vous remercie et je vais laisser maintenant la parole à ma consoeur, le docteur Naïma Boukalfa. Bonjour, donc je suis le docteur Naïma Boukalfa, je suis psychiatre des hôpitaux et pédopsychiatre. Avant de commencer mon propos, je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du stress chez l'enfant et chez l'adolescent avec un rappel qui me semblait important au niveau de la périnatalité. Tout d'abord, avant d'aller vers le détail sur cet impact, il me paraissait important de définir ce que c'est que le stress. Le stress, c'est un état, une réaction d'anxiété face à un phénomène environnemental extérieur ou un conflit interne que nous allons vivre. Et ce stress, cet état d'anxiété va nous permettre de nous ajuster, de nous adapter à ce phénomène qui va venir nous stresser. Donc, en ça, le stress va être un phénomène intéressant, positif, moteur, et il est considéré alors comme un phénomène normal. À l'inverse, lorsque le stress dure, comme a dit mon collègue Marc, et que nous n'avons aucune capacité à revenir vers un état d'apaisement et nous manquons de capacité adaptative, là le stress deviendra pathologique et il va perturber notre homéostase, notre potentiel cognitif, notre équilibre psychique et émotionnel. Un point sur le mécanisme du stress, même si je ne vais pas le détailler puisque mon collègue l'a déjà abordé, il était important de notifier que l'intégration de l'information stressante se fait au niveau du système limbique. Donc l'intégration du stress est particulièrement émotionnelle. Elle est intégrée au niveau de l'hippocampe qui lui va la mettre en mémoire et transmise à l'amygdale cérébrale qui lui donne la coloration émotionnelle. L'hypothalamus va prendre les commandes biologiques via l'axe du stress corticotrope, aboutissant à une augmentation du cortisol, et l'axe catécholaminergique médullo-surrénalien qui aboutit à l'adrénaline. Autrement dit, le phénomène du stress reste normal avec l'augmentation du cortisol qui nous prépare à répondre au stress et l'adrénaline qui nous permet, par l'état de veille et de vigilance, à aussi répondre à ce stress. C'est lorsque ces taux vont être augmentés que les problèmes au niveau psychologique et homéostasique vont être observés. Tout d'abord, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, on commence par la périnatalité. Je n'allais pas détailler la périnatalité parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais il semblait important de citer quelques points clés. Lors d'un stress durable pendant la grossesse, il y a une augmentation du cortisol. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le cortisol et la progestérone, qui est l'hormone apaisante pendant la grossesse, concurrencent pour les mêmes récepteurs cellulaires. Il s'ensuit une saturation, puisque le cortisol est extrêmement élevé dans le stress chronique. Il s'ensuit une saturation au niveau des récepteurs cellulaires au profit du cortisol. Donc les taux de progestérone restent normaux, mais il y a une déficience fonctionnelle de la progestérone. Ceci va induire à une rupture de l'équilibre entre la progestérone et l'œstrogène, au profit bien sûr de l'œstrogène, ce qui va venir faire défaillance au niveau de l'apaisement et qui explique l'irritabilité, les troubles du sommeil et de l'humeur chez la femme enceinte.
Un deuxième point clé, c'est une étude qui a été menée en 2007 qui avait conclu à une corrélation entre le stress prénatal, donc le stress chez la femme enceinte, et des troubles cognitifs ou émotionnels chez l'enfant à venir à hauteur de 5 à 22%. Une autre étude est venue affiner et donner l'explication à cette recherche. C'est la recherche qui a été menée par O'Connor en 2011 qui a confirmé que l'hypercortisolémie maternelle aboutissait à une hypercortisolémie fœtale, à savoir le cortisol qui traverse la barrière, partiellement la barrière placentaire. Ça nous mène à dire que le dépistage du stress est extrêmement important pendant la grossesse, avec l'accompagnement de la femme, du couple même, et bien sûr une véritable réflexion autour de la place de la médication dans un contexte spécifique qui engage aussi le fœtus. On arrive au stress chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors, j'ai envie de dire de façon, forcément je suis pédopsychiatre et c'est mon quotidien, il y a une spécificité clinique et de la prise en charge chez l'enfant et de l'adolescent au niveau du stress. On ne va pas traiter un enfant comme un petit adulte. Il y a cette véritable spécificité. Et le dépistage de stress doit être rapide. Pourquoi? Parce qu'il a des conséquences sur le développement de l'enfant et il a des conséquences sur le comportement de l'adolescent. Il faut savoir quand même que le dépistage de ce stress est un travail de réseau puisqu'il incombe à tous ceux qui s'occupent des enfants et des adolescents, à commencer par la famille, le médecin traitant, le médecin scolaire et le cas échéant, en fonction du tableau clinique, le pédopsychiatre. Alors, au niveau du stress, il y a des plaintes fréquentes et qui ont des conséquences sur le développement et le comportement de l'enfant. Les plaintes principales qu'on retrouve liées au stress chez l'enfant et l'adolescent, c'est tout d'abord la régulation émotionnelle et comportementale, et à l'extrême, on peut évoluer vers un tableau dépressif, l'impact sur le sommeil, sur l'alimentation et sur les apprentissages. On va expliquer item par item qu'est-ce qui est impliqué dans chaque item chez l'enfant. Alors, tout d'abord, au niveau de la régulation émotionnelle et comportementale, on avait dit initialement que l'intégration du stress se faisait au niveau du système limbique. Le système limbique qui est le centre de la gestion des émotions par l'hippocampe, l'amygdale et le cortex insulaire. Lorsque il n'y a pas de retour à l'état basal d'apaisement, il y a un maintien du phénomène stressant. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une dysrégulation au niveau des émotions chez l'enfant et l'adolescent. Autre point, l'hypercortisolémie va impacter la sérotonine, va engendrer un déséquilibre sérotoninergique et particulièrement un déficit de la transmission sérotoninergique, ce qui génère des conduites d'impulsivité, d'agressivité, voire à l'extrême, si c'est maintenu, des tableaux dépressifs. Sans oublier certaines manifestations telles que la fatigue chronique qui est liée particulièrement à l'augmentation de l'adrénaline par mobilisation énergétique, des manifestations psychosomatiques très fréquentes chez l'enfant, eczéma, douleur abdominale, des pelades et un problème sur la croissance, à savoir le nanisme psychosocial. Deuxième plainte, elle concerne le sommeil. Le sommeil, il concerne particulièrement l'axe catécholaminergique par augmentation de l'adrénaline qui stimule l'état de veille et de vigilance, donc mobilise l'énergie pour l'enfant et l'adolescent. S'il y a un état de veille et de vigilance, il y a une conséquence sur le sommeil et particulièrement l'insomnie d'endormissement qui est une insomnie liée à l'anxiété. Et bien sûr, avec toutes les conséquences liées à la privation du sommeil, à savoir un problème au niveau de la récupération corporelle, le repos, l'adaptation à l'environnement, sur la mémoire, l'attention
mais aussi sur l'humeur, puisqu'on sait que la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine. Troisième plainte, c'est sur l'alimentation. Alors, déjà, en dehors de tout stress, l'alimentation est intégrée bien sûr dans l'équilibre homéostasique, donc par la régulation alimentaire qui génère de l'énergie via la consommation de glucose nécessaire au corps et au cerveau. Ce contrôle de la faim est géré au niveau de l'hypothalamus médian qui est responsable de la satiété et l'hypothalamus latéral qui est responsable de l'appétit. Mais ce contrôle de cette régulation de la prise alimentaire induit aussi des neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, c'est la sérotonine et le système catécholaminergique. La sérotonine qui a une action au niveau de l'hypothalamus médian diminuant la prise alimentaire et le système catécholaminergique qui va réguler la prise de poids en maintenant un équilibre en activant des récepteurs, les récepteurs centraux, récepteurs alpha pour les récepteurs alpha pour la prise alimentaire et les récepteurs bêta pour au contraire la perte de poids. Donc, dans les conditions normales et dans les taux de sérotonine normales, il y a cette régulation de la prise de poids et un équilibre au niveau des récepteurs alpha et bêta liés aux catécholamines qui donne une alimentation qui est stable et harmonieuse. Dans le cas d'un stress prolongé, on connaît l'impact du cortisol, de l'hypercortisolémie sur la sérotonine et sur les catécholamines. Donc tout d'abord au niveau du cortisol élevé, l'impact sur la sérotonine serait une altération des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A et 5-HT1A. Il va y avoir lors de ce déséquilibre, lorsqu'il y a un taux élevé des conduites plutôt boulimiques et lorsqu'il y a un taux diminué, un contexte d'anorexie. Pour les catécholamines, on va avoir un déséquilibre au niveau de l'activation des récepteurs alpha et bêta et on aboutit bien sûr à un problème de variation de prise alimentaire accrue ou au contraire à des conduites de perte d'appétit. Par ailleurs, comme a dit mon collègue Marc, il y a un effondrement du taux de sucre dans le sang qui peut nous mener bien sûr vers une hypoglycémie, d'où l'intérêt pendant le stress pour le sucré et le cas échéant le risque de diabète au long cours. Donc si on avait à récapituler l'impact sur l'alimentation, on a une perte d'appétit liée aux répercussions sérotoninergiques, une variation pondérale liée aux répercussions catécholaminergiques et on a des conduites de grignotage liées à l'effondrement du glucose. Sans oublier d'autres manifestations fonctionnelles telles que le reflux gastro-œsophagien, la diarrhée, l'envie d'uriner, des nausées, ballonnements et dans des conditions bien spécifiques, on aura l'évolution vers des conduites anorexiques ou boulimiques avec toutes les conséquences psychiques et physiques. Quatrième plainte serait sur les apprentissages. Alors, sur les apprentissages, c'est directement lié à l'absence de feedback du cortisol qui reste élevé, c'est-à-dire que l'hippocampe n'arrive plus à freiner l'hypothalamus à sécréter du CRH. Et il s'ensuit une réduction à la longue, une réduction du volume de l'hippocampe qui est le centre de la mémoire, d'où la dégradation de la mémoire qui est bien sûr le nerf de la guerre des apprentissages. On a un problème au niveau de la mémoire déclarative. La mémoire déclarative, c'est par exemple ce qu'on a mangé hier, la mémoire des prénoms. La mémoire sémantique, c'est la mémoire de la culture générale. Et la mémoire au long terme, c'est la mémoire de travail qui est le socle des apprentissages. D'ailleurs, dans l'évolution, les études ont montré qu'avec un stress
qui était accru, lié à ce volume d'hippocampe qui est réduit, il y a une corrélation avec l'évolution vers des états d'Alzheimer. Toujours dans les apprentissages, on a un problème de coordination entre le cortex préfrontal et l'amygdale, d'où un problème de régulation émotionnelle, un problème au niveau des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'organiser, à planifier, à avoir une stratégie de travail, et des problèmes au niveau attentionnel, notamment au niveau visuel et auditif. Juste un point par rapport aux plaintes chez l'adolescent. En dehors de toute dépression, un stress accru peut nous mener vers ce qu'on appelle un raptus anxieux avec des mises en danger possibles telles que des tentatives de suicide ou encore des fugues ou des scarifications. Enfin, quels sont les facteurs qui sont les facteurs de stress qu'on peut rencontrer? Tout d'abord, tout ce qui est en rapport avec les facteurs environnementaux liés à des pertes ou encore liés à des tensions telles que par exemple un rythme scolaire important. Tout ce qui est stress post-traumatique ou micro-trauma à répétition, les phénomènes psychopathologiques, là où on a dépression, troubles anxieux, les pathologies limites, les hauts potentiels intellectuels, les troubles neurodéveloppementaux, tels que l'hyperactivité, les troubles 10, la bipolarité pédiatrique ou les troubles oppositionnels, et ne pas oublier un facteur épigénétique qu'on appelle la méthylation liée à la réduction de l'expression du gène NR3C1 qui donne les familles de stressés sur plusieurs générations, même si aujourd'hui on sait que ce phénomène de méthylation a tendance, grâce à des études qu'a menées le docteur Giacobino, a tendance à diminuer au bout de la 3e génération. Enfin, quels sont les conseils à donner aux parents? Les conseils, c'est particulièrement la prévention avant d'arriver à des tableaux franchement pathologiques. Et la prévention commence déjà par la réassurance, la contenance, l'idée d'écouter ce qui a angoissé l'enfant. Et biologiquement, d'ailleurs, ça peut s'expliquer, puisque en étant proche de l'enfant, il y a une augmentation de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Et l'ocytocine inhibe le cortisol, comme elle inhibe l'effet excitateur de l'amygdale cérébrale en activant le GABA à effet relaxant. Il faut bien sûr veiller à l'homéostasie avec l'hydratation et l'alimentation, mais ça, je ne vais pas le détailler, mon collègue l'a détaillé avant moi, et veiller à la qualité du sommeil. Lorsque le stress dure, bien sûr, il est important de consulter d'abord le médecin traitant qui va avoir une démarche diagnostique et qui va privilégier aussi la place de l'hygiène de vie, de la phytothérapie avant d'aller vers des traitements type psychotrope. Et l'adressage au psychiatre se fait lorsque, bien sûr, il y a un impact sur l'humeur, sur les apprentissages et le comportement. La place à citer des psychothérapies où on gère le stress, gestion du stress, même si aujourd'hui les psychotropes sont utilisés, il y a à connaître et à garder en tête les règles de prescription des benzodiazépines et beaucoup de psychiatres aujourd'hui s'intéressent à la phytothérapie. Il y a dans le domaine de la médication, deux notions. En périnatalité, il y a la question du bénéfice-risque avec l'impact du fœtus. Beaucoup de femmes refusent toute médication telle que des benzodiazépines, donc la réflexion autour de la trajectoire pharmacologique est extrêmement importante à mener. Chez l'enfant, et ça c'est mon quotidien, les parents refusent de plus en plus des médications à base de benzodiazépines
et préfèrent commencer par des médications naturelles, d'où l'intérêt et d'où notre intérêt pour tout ce qui est médication naturelle, et à citer le lactium. Ce qui nous intéresse dans le lactium, bien sûr, c'est sa capacité sélective pour le récepteur GABA. Donc, il va fonctionner comme une benzodiazépine-like et sans qu'il y ait de la dépendance ni de la somnolence. Et en ça, il y a un intérêt certain de mener des recherches cliniques autour de ces domaines bien précis et de ces domaines bien spécifiques qu'est la périnatalité et l'enfant et l'adolescent. Je vous remercie. Et je passe la parole à Audrey. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Donc, ces deux interventions étaient très complémentaires et elles permettent en effet de comprendre l'importance de la prise en charge du stress à tout âge. Et pour ça, notamment, j'ai une question par rapport au lien avec l'alimentation. Donc, pour vous, docteur Boukalfa, est-ce que un trouble alimentaire lié au stress implique un trouble dans la conduite alimentaire? Alors, ma question, d'abord, il y a une précision à mener dans cette question. Il faut faire la part des choses, de ce qui est variation alimentaire et de ce qui est trouble alimentaire. Le stress n'induit pas des troubles des conduites alimentaires d'entrée de jeu. Le stress induit des variations de la prise alimentaire. Qui dit variation, dit symptômes censés être passagers et ponctuels. Pour faire la différence entre les troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, au sens du DSM-5, c'est-à-dire comme trouble déjà fixé et organisé. Les variations alimentaires au niveau liées au stress, j'en avais parlé, elles sont particulièrement liées aux effets sérotoninergiques par la perte d'appétit, par la variation du poids liée aux effets catécholaminergiques et le grignotage lié à la diminution du sucre dans le sang. Lorsque le stress dure, il y a un effet d'épuisement et bien sûr un effet extrême sur les déséquilibres sérotoninergiques qui va nous mener vers des tableaux dépressifs. Et là, il va y avoir une fixation du symptôme et particulièrement la perte d'appétit et l'anorexie. Pour les conduites alimentaires, il y a deux choses. Il y a à la fois les manifestations biologiques de stress qu'on vient de voir, mais aussi des phénomènes psychopathologiques bien précis, tels que des profils de personnalité, on parlera des états limites, c'est-à-dire les borderline, ou les pathologies narcissiques, ou encore, bien sûr, des troubles de l'attachement. Voilà, donc ce n'est pas linéaire, il y a une finesse clinique pour l'évolution. Ce n'est pas stress égale boulimie, anorexie. D'accord, merci. Donc on a des questions sur le chat, notamment une, je pense un peu pour le docteur Delière. Donc une question posée, quel est le lien entre le potassium et la prise en charge du distress? Eh bien, le potassium, en fait, est important, notamment sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de la tension, hein. On parle d'hypertension liée au... Et une assiette riche en potassium va permettre notamment de jouer sur ce paramètre-là. On donne parfois d'ailleurs des gélules de potassium pour faire baisser une hypertension. D'accord. Une autre question, est-il possible de contrer les effets d'un stress de l'enfant à l'état adulte par l'alimentation ou un autre système? Ça,
Docteur Boukalfa, je ne sais pas si vous avez Oui, une réponse à cette oui. question. Alors, j'ai envie de répondre en deux parties parce que le stress de l'enfant n'est pas obligatoirement le stress de l'adulte, sauf quand il y a des manifestations, des profils psychopathologiques ou neurodéveloppementaux qui sont bien spécifiques. Alors, le stress chez l'enfant, bien sûr, lorsqu'on a ces profils, ou quand, comme on a parlé de ces effets épigénétiques, des stress familiaux, il y a d'abord, bien sûr, tout ce qui est hygiène de vie et alimentation, exactement comme pour l'adulte. Maintenant, il y a tout un travail au niveau de la relation parent-enfant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accompagnement de l'enfant stressé, par rapport à l'idée de la contenance. À l'extrême, si vraiment le stress est maintenu, on a des psychothérapies qui sont purement comportementales, surtout liées à la gestion du stress. Et bien sûr, le cas échéant, bien sûr, il y a la question des médicaments qu'on va donner, mais ça encore avec toutes les règles de prescription. Ok. On a une question par rapport au lactium. Donc, quels seraient les produits que vous conseillez avec le lactium, Marc? Et puis aussi, peut-être, si vous pouviez préciser un peu plus les objectifs et les dosages du lactium au niveau des essais cliniques. Oui, alors le lactium dans les essais cliniques, les objectifs ont souvent été l'hypertension artérielle liée au stress, la fréquence cardiaque, et on a vu la capacité du lactium à réduire ces objectifs-là, abaisser la tension liée au stress, abaisser la fréquence cardiaque, donc un peu comme sur la partie hypersympathique tonique dont on parlait au début. Et on a des essais cliniques qui montrent aussi une baisse du cortisol, donc qui joue plutôt sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On a des essais cliniques qui montrent, on l'a dit tout à l'heure, sa capacité à améliorer le sommeil, la qualité, la durée, le temps de latence d'endormissement. Il y a des études qui jouent aussi, qui montrent sa capacité à jouer sur certains symptômes physico-psycho-comportementaux. Donc une amélioration de différents paramètres liés au stress. Alors les dosages, ça peut aller de 150 mg à 600 mg. Il y a d'ailleurs des études à chacun de ces dosages-là. Néanmoins, déjà, une dose de 150 mg permet, dans ma pratique quotidienne, d'améliorer un certain nombre de stress, hein, en jouant en particulier sur le sommeil, en améliorant la capacité la qualité du sommeil de mes patients. Merci. Et par rapport du coup aux produits aujourd'hui que vous prescrivez qui contiennent le lactium, si vous devez en conseiller quelques-uns, ce seraient lesquels? Oui, il y en a plusieurs. Il y a toute la gamme de chez Serian. Il y a une gamme chez des laboratoires aussi NMC, notamment avec un produit dans le burn-out qui a bénéficié d'un essai clinique et qui est intéressant aussi dans ma pratique quotidienne. Solution épuisement physique et émotionnel. Et puis il y en a d'autres. Merci. J'aurais une question aussi, mais donc là, ça s'adresse à vous deux. Donc aujourd'hui, par rapport à la prescription, notamment aux benzodiazépines et aux effets secondaires qui peuvent apparaître suite à la prescription de ce médicament, est-ce que vous essayez, avant de prescrire bien sûr le benzodiazépine, du coup une stratégie sur des produits alimentaires et naturels au départ, avant d'aller sur la prescription d'un médicament? Je commence? Oui, oui, allez-y. Oui, alors effectivement, quand on arrive chez le psychiatre,
Il y a deux données. D'abord, c'est quand le tableau, et ça c'est un peu regrettable parce que c'est quand le tableau est extrêmement déjà grave au niveau symptomatologie. Et même avec ça, les parents ne sont pas toujours partants pour qu'on mette tout de suite des traitements à base de benzodiazépines. Maintenant, quand il le faut, oui, on commence d'entrée de jeu par des benzodiazépines dans des tableaux où on a une anxiété massive. Ce que moi, en tant que hospitalière et spécialiste, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas autant, assez de dialogue entre la sphère de la phytothérapie, des compléments alimentaires, des produits naturels, parce qu'aujourd'hui, on a une patientèle qui demande particulièrement ça. Et nos pratiques, bien sûr, purement, j'ai envie de dire, entre guillemets, chimiatriques. Et je pense que ces journées JFN permettent aussi de faire du lien pour qu'on axe plus sur la prévention et qu'il y ait beaucoup plus de connaissances du spécialiste de ces produits-là, parce qu'on n'a pas toujours accès comme les médecins généralistes et ça c'est bien dommage parce que les patients aujourd'hui ne sont pas très pour et surtout en matière d'enfants, ados et en périnate, on sait très bien les conséquences et le bénéfice-risque, donc tout l'intérêt par rapport à ces produits naturels. Alors à noter d'ailleurs Merci. qu'on peut utiliser parfois le lactium pour le sevrage, pour aider au sevrage des benzodiazépines. Dans certains cas, ça Oui, peut être aussi intéressant. c'est fort intéressant, mais aujourd'hui, dans la réalité, dans les hôpitaux, parce qu'on n'a pas vraiment une connaissance parfaite de tous ces produits, et pourtant, je le regrette, aujourd'hui, le sevrage se fait dans les hôpitaux par la buspirone ou se fait par l'atarax. Voilà, on en est là, malheureusement. Et pourtant, on induit aussi une somnolence des fois supérieure avec l'atarax que ce qu'on a avec les benzodiazépines. Et voilà. Et l'intérêt de ces molécules alimentaires, c'est vraiment toute l'absence de la dépendance et de la somnolence, surtout qui est recherchée chez les Mm. enfants et les ados, chez les adultes aussi, bien sûr. Mm. Oui, 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 c'est sûr qu'aujourd'hui, en matière de prévention, il y a encore beaucoup de choses à faire et que, en effet, les JFN nous permettent aussi de pouvoir échanger avec différentes expertises et prendre en compte l'alimentation avec le médical et voir comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer le Complètement. quotidien des patients. Et on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que les gens recherchent des solutions naturelles pour venir Complètement. contrer des effets ou des symptômes. Et par moment, malheureusement, le médicament est nécessaire, mais lorsqu'on peut prévenir, en effet, beaucoup de solutions peuvent s'offrir à nous et vous l'avez très bien présenté au cours de vos deux présentations. On arrive à la fin de notre atelier live, donc je tiens vraiment à vous remercier pour vos deux présentations de qualité. Ça a permis de donner un panorama complet sur la gestion du stress et sa prévention. Donc je vous remercie et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu participer à notre atelier et je vous souhaite de très bons JFN.